Joyeux anniversaire à la Volkswagen Golf. Bon anniversaire les petits indiens. La reine des compacts fête ses 50 ans cette année et elle sera évidemment l'une des stars avec un gros plateau annoncé par la marque durant Rétromobile. Le seum parce que j'ai pas eu mon accréditation. Vous allez le voir, l'histoire de la compacte allemande est un film d'action allemand. Oui, on va être sur une vidéo blindée de clichés et de stéréotypes sur l'Allemagne. Bienvenue, moi c'est Guillaume des Cylindres. Et comme une surprise peut en cacher une autre, pendant le tournage de la vidéo, Volkswagen a balancé les photos de la nouvelle Golf 8.2. Nous, on s'en fout, on va pas en traiter, mais en tout cas, sachez qu'à Rétromobile cette année, le salon va se tenir à partir de la semaine prochaine, le 31 janvier, il y aura un plateau dédié à toute la famille et à toutes les générations de la Golf. J'ai essayé de concentrer l'histoire de la bagnole, mais en tout cas, on arrive au début des années 60 et le plan produit de Volkswagen y tient en un mot à la coccinelle. En fait, la marque comprend rapidement que son plan monoproduit ne tient plus la route, la coccinelle vieillit et surtout qu'elle ne répond plus aux attentes des clients. La marque doit réagir et donc avoir plusieurs modèles qui répondent à tous les types de demandes de la part de ses clients et à l'occasion en ramener les nouveaux. Sinon, c'est la banqueroute, ciao, bye bye. La marque de Wolfsburg va se mettre à réfléchir sur un nouveau modèle qui va permettre d'élargir la gamme et de se passer de la coccinelle. La situation, elle est plutôt simple à comprendre. Si Volkswagen ne réagit pas, c'est la banqueroute. J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. De plus, la situation est plutôt délicate parce que Volkswagen, financièrement, n'a pas les reins très solides. Il faut dire que la coccinelle accuse le poids des ans. Volkswagen a aussi un peu mal à son ego parce qu'en face, il se retrouve avec Opel qui est détenu par GM, je vous rappelle, et qui est la marque qui monte en Europe. Du coup, il faut réagir. Surtout qu'en face, les Français aussi sont en train de réagir. Citroën vient de sortir la GS, et en plus de la 2 chevaux et de la grande DS. Mais surtout, ce qui agace bien Volkswagen, c'est aussi Fiat qui se montre aussi révolutionnaire que Renault et qui innove avec des produits très intéressants. Dans ce marasme évident, la réponse va arriver en 1974 et c'est la Golf que je ne vous présente plus qui va devenir la reine des ventes en Europe. Déjà, pour essayer un peu de s'en sortir de cette lornière, Volkswagen réagit en sortant les Type 3 et les Type 4 qui continuent avec leur base de cox à miser sur le tout à l'arrière. Alors ces voitures ne convainquent pas et pire, elles vont jeter un froid sur la marque puisque en face la concurrence réagit et la concurrence elle sort quoi? Des modèles dotés de la traction. De son côté, Volkswagen a un peu le cul entre les deux chaises parce que Fiat, Autobianchi ou encore Renault innovent avec des petites voitures qui se dotent de la traction et qui sont en plus innovantes et bon marché, mais surtout Volkswagen se fait terminer par Ford et Opel qui offrent des voitures modernes et à l'excellent rapport qualité-prix. Il n'en faut pas plus pour que Volkswagen se décide de réagir. Ça commence à sentir mauvais pour Volkswagen et en 1964 on a notre premier événement notoire dans l'histoire de la Golf puisque Volkswagen s'offre à Mercedes Audi. Ce qui va lui permettre d'ouvrir son catalogue sur d'autres véhicules et de pouvoir mettre en place des synergies afin de réduire les coûts. Mais un événement important va avoir lieu à la fin des années 60, c'est le rachat par Volkswagen de NSU, qu'il va intégrer par la suite à Audi et qui vont donner ensemble naissance à un des premiers chaînons manquants de la marque allemande, l'Audi 50 et sa jumelle l'Apollo. Mais surtout, bien avant ce projet-là, il y a une autre nouveauté dont Volkswagen va profiter. En fait, il s'agit de la berline K70. Ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, puisque la berline K70 devait être présentée en 69, mais comme pendant le salon de Francfort, NSU et Volkswagen officialisent le rachat, et bien par un petit tour de passe-passe et de magie, la berline K70 va devenir une Volkswagen. Alors surtout, l'avantage de la K70, elle est un peu livrée clé en main. Il y a juste à poser des logos, la berline elle a un style plutôt passe-partout, c'est pas, voilà, on est sur quelque chose de plutôt sobre, et elle permet à Volkswagen de pouvoir s'offrir un véhicule à peu de frais avec le rachat surtout du bureau d'études de NSU, et c'est vraiment ce qu'avait besoin la marque allemande à l'époque. Donc la K70, pour être
Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un intérêt, c'est que c'est la première traction de Volkswagen. Du coup, la K70 arrive en concession et elle permet de dégager les tristes et peu convaincants type 3 et type 4. Ce grand ménage de printemps dans la gamme Volkswagen va permettre surtout de poser une pierre auprès du réseau. Parce que le réseau, quand il va découvrir que son argument principal, c'est de dire au client « on a le tout à l'arrière », et bien là, ils vont avoir beaucoup de mal à accepter la K70 qui est mise sur la traction. Et donc la K70 est la première voiture à traction de Volkswagen. A few moments later. Voilà, pour faire rapide, est un immense fiasco, mais elle a l'avantage pour ouvrir la voie à la Passat et à sa cousine l'Audi 80, et surtout d'ouvrir un immense boulevard à la Volkswagen Golf. La K70 disparaît en 1973 sans avoir convaincu personne et encore moins le réseau. En dessous de la Passat, c'est la grosse merde, c'est la panade. Le constructeur a besoin urgemment d'offrir une voiture qui puisse se placer entre la coccinelle et surtout sous la Passat. Je viens de vous poser un peu les bases autour du projet de la Golf, on va pouvoir enfin passer à la Golf. En fait, c'est simple. Entre 1966 et 1967, Volkswagen commence à développer différents projets autour de cette réponse et de ce manque cruel au sein de sa gamme. Donc, les projets vont prendre les noms de EA 235, 236, 237 et va aller jusqu'à 266 et 276, etc. Donc, c'est dire à quel point c'est la merde pour les projets Volkswagen et qu'il faut urgemment trouver une solution. Chaque projet apporte une solution différente. On retrouve les moteurs à plat 4 cylindres de la Cox, on retrouve des moteurs refroidis à air, à eau, différents types de moteurs pour essayer de trouver une réponse pour cette nouvelle Volkswagen, mais à chaque fois, les projets sont retoqués. Tendu comme jamais, Volkswagen se doit de réagir du coup et il va se tourner vers sa nouvelle filiale Audi NSU, mais aussi faire un appel à l'ennemi de toujours en quelque sorte, Porsche. NSU, Porsche et Audi travaillent de concert sous la direction de Ernst Fiala pour développer le concept EA 276. Alors ce projet n'a rien de révolutionnaire, mais il reprend le moteur Boxer de la coccinelle. Plus que réellement innovant, il permet de se montrer comme un vrai remplaçant de la coccinelle, puisque dans le cahier des charges, il fallait une voiture fiable et éprouvée, avec une vraie volonté de faire des économies. Or du coup, tout le monde est content, ça boit des bières, le lancement est prévu en 1973, puisque la voiture convainc toute la direction de Volkswagen, et surtout elle est validée par Ferdinand Pirch, qui, je ne vous présente plus non plus le personnage. On lance la construction de 62 exemplaires de la voiture en prototype qui vont parcourir le monde pour valider les tests routiers. D'ailleurs, de cette voiture, il n'en existe plus que 4 exemplaires, vous dire à quel point elle a été une pierre angulaire du projet de la Golf et de la vie de Volkswagen tout court. Tout va pour le mieux, on passe commande du matériel et de l'outillage pour la production de la voiture. Fin de la vidéo, bonne journée, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! Alors non. La situation financière est catastrophique, les huissiers sont à la porte de la société. Le projet prend l'eau, le projet EA 266 commence à gagner en retard. Rien ne va et c'est la catastrophe pour les Allemands. La situation économique est catastrophique, il faut réagir. Et c'est donc le jeu des chaises musicales au sein de la direction qui se met en place. En 1971, Rudolf Leding prend la tête du constructeur et va commencer à sortir la calculatrice. Les comptes sont dans le rouge, il n'y a plus un rond, il faut réagir. J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Alors pour vous la faire simple et rapide, Leding se rend compte que le projet EA 266 n'est pas si rentable que ça et il prend le projet comme il est et le fout à la poubelle. Alors fun fact, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, à 10 semaines du lancement de la voiture, l'outillage avait été commandé et du coup tout est annulé et Volkswagen doit quand même rembourser l'outillage, ce qui paraît évident. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Alors, vous avez le choix, soit 1, vous pleurez parce que la vie c'est de la merde, 2, vous vous sortez les doigts du cul et vous faites un nouveau cahier des charges.
Eh ben, c'est cette option-là qui a été choisie par Rudolf, qui va refaire un nouveau cahier des charges en partant sur une feuille blanche. Ce nouveau cahier des charges est plutôt simple, et je vais vous donner ce qu'il a écrit notre cher ami Rudolf. La voiture doit être moderne de partout. Un beau programme. On évite le recyclage de pièces de la Cox. On ne veut plus du moteur Boxer. En octobre 1967, on fait machine arrière du coup avec le projet EA 266. Et notre ami Rudolf, à ne pas confondre avec le pote du Père Noël. C'est ainsi que voit le jour le projet EA 337. Nouveau projet pour une nouvelle vie, ça aurait presque pu être le nom du projet chez Volkswagen. En fait, c'est simple. On part donc d'une feuille blanche et il va y avoir un homme providentiel dans notre histoire, Pirch, Ferdinand Pirch. Dès le départ, on imagine que la voiture va avoir un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur va être un tout nouveau moteur, 4 cylindres refroidis par eau. Et pourquoi je vous parle de Pirch? C'est parce que Pirch se dit, si déjà on crée un nouveau moteur, autant qu'il aille sur différents véhicules, parce que bon, il faut qu'on soit rentable. Parce que là, c'est pas rentable. Pas Versailles ici. On part pas totalement d'une feuille blanche. Mais j'ai beaucoup insisté sur ce mot-là, mais en fait, pas vraiment. En fait, le projet EA 276 n'est pas totalement jeté à la poubelle. On sait qu'il n'est pas forcément très mauvais. On va plutôt repartir de cette base-là pour concevoir ce nouveau véhicule. C'est plutôt une révolution, ce projet EA 276, puisque c'était l'une des premières voitures traction avant de la marque. Si je mets de côté la K70 qui n'est pas une vraie Volkswagen, et surtout qu'elle possédait un 4 cylindres refroidi par eau. Du coup, il n'en faut pas plus pour relancer le projet EA 337. En janvier 1970, Volkswagen souhaite unifier sa gamme. Et c'est vers qui qu'il va se tourner? C'est qui? Giugiaro. L'autre Italien, avec sa société Ideal Design, remporte l'appel d'offres de la marque allemande aux grandes dames des designers qui font ouin-ouin dans leur bureau. Lui, notre Italien, va participer au développement de la Passat, de l'Audi 50, de la Polo, mais aussi de l'Audi 80. Un vaste programme, parce que j'oublie le Sirocco, aussi, sous le capot. Ce sont les ingénieurs Audi qui développent ce petit moteur 1100 cm3 d'une cinquantaine de chevaux, aidés par les ingénieurs de NSU, qui eux développent la transmission dotée d'un vilebrequin, puisque ce dernier se distingue par son arbre à cames en tête, le tout en position transversale. De ce même bloc, on sortira une autre version bien plus puissante pour les versions haut de gamme, qui lui fera 70 chevaux et qu'on appelle plus communément le 1500. D'ailleurs, ce petit bloc 1500 se retrouvera sur l'Audi 80. Pour la suspension, Volkswagen, je suis désolé, va copier sur ce que fait ses voisins, c'est-à-dire Fiat et Ford, en dotant la suspension avant d'un système McPherson et d'un essieu arrière à torsion. Donc loin d'être révolutionnaire, le projet EA 337 est plutôt une sorte de réunification de ce qui fait de mieux à l'époque dans l'automobile. À l'été 1972, le style de la Golf est gelé. On retrouve un design cubique, bien dans son temps, bien dans son époque, avec un haillon, à révolution chez Volkswagen, mais aussi des feux rectangulaires à l'avant. Oui, des feux rectangulaires. Le premier prototype de la Golf a des feux rectangulaires. C'est parce que Ernst Fiala et Heber Schäfer, directeur du design de la marque, décident, contre l'avis de Giugiaro, d'opter pour des feux ronds. En fait, ils estiment que le regard est beaucoup plus expressif avec des feux ronds que des feux rectangulaires. Alors bon, en vérité, c'est plutôt une mesure d'économie qu'un vrai détail esthétique. Je suis très désappointé. La présentation presse a lieu début 1974 et c'est la douche froide pour le constructeur allemand. Les journalistes regrettent littéralement le projet EA 266 qu'ils jugent bien meilleur. Alors, à deux doigts d'une troisième guerre mondiale, le constructeur allemand demande simplement aux journalistes de fermer leur gueule. Ils font signer des clauses de non-divulgation auprès des journalistes et surtout de ne pas faire foirer le lancement de ce nouveau véhicule qui est plus que vital à la marque. La voiture est désormais prête, la présentation au public va pouvoir avoir lieu, mais Volkswagen a un autre souci qui est tout aussi embêtant, c'est que la voiture n'a pas de nom. Alors, on évoque plusieurs noms pour le choix de ce projet EA 337, on parle de Carib, de Golf,
et surtout de celui qui a les faveurs de la direction Blizzard. Mais vous allez voir, finalement, c'est un cheval qui va avoir le dernier mot sur le choix du nom de la future Golf. Hans Joachim Zimmermann propose le nom de Golf en référence à son cheval personnel, et personne dans l'équipe va trouver ça hyper chelou d'appeler une voiture avec le nom d'un cheval, et c'est comme ça que le nom va être choisi. Le cheval, c'est génial. Bon, alors en marketing, expliquer que c'est un cheval qui a donné le nom d'une bagnole, ça le fait pas. Donc du coup, par la magie du marketing, eh bien, le nom de Golf va faire référence à l'Apollo, mais surtout au Gulf Stream, un célèbre courant marin. Tu me diras, au moins un cheval qui a pas fini en lasagne. Pour finir le développement de la Golf, Volkswagen met les petits plats dans les grands, puisque la voiture va parcourir en termes de tests routiers plus de 3 700 000 km, ce qui va quand même coûter à la marque 800 millions de marques à l'époque, et je vous rappelle que la marque n'a plus un rond, donc elle puise vraiment au fin fond de sous le matelas et les dernières économies de bas de laine pour permettre à ce que la voiture soit le plus fiable possible, au point qu'elle va poser ses roues en Amérique du Nord afin de répondre aux exigences des Américains en termes de sécurité passive et active. Sans transition pour la Golf, lors de sa présentation, elle rate de peu le trophée de la voiture européenne de l'année, puisque Volkswagen se voit shipper le titre par la Citroën CX cette année-là. Bon, alors c'est la déconfiture quand même pour le constructeur allemand, puisque la même année, l'année 74, comme le chantait Claude François, la voiture démarre tranquillement sa carrière, mais surtout, Opel monte sur la première marche du podium du marché allemand. C'en est trop, les Allemands boivent leur bière tiède. Scheiße! Alors c'est quand même très con pour la Golf d'avoir raté le titre de la voiture de l'année, puisque la gamme est plutôt vaste et elle répond à toutes les attentes. Il faut quand même rappeler que la Golf, c'est 6 versions, de la plus entrée de gamme à la plus haute gamme. Son design fait mouche et surtout elle a un argument de poids. La voiture a un moteur économique avec son petit 1100 et 1500 et elle sort en plein choc pétrolier, une aubaine sur laquelle Volkswagen va surfer. De série, la petite Volkswagen est dotée d'une boîte à 4 rapports manuels avec une 5e vitesse en option et une boîte automatique à 4 rapports. Il faut aussi dire que la voiture a un argument de poids aussi pour séduire les acheteurs, car la voiture est proposée à un prix plutôt canon. Elle est en effet proposée en 1974 sur le marché français pour seulement 14 900 francs. Or c'est l'équivalent de 12 843 €. Elle nécessite tout de même avec un prix canon quelques sacrifices, comme par exemple, notons les freins à tambour à l'avant. Au fil des millésimes, l'allemande va voir sa gamme se transformer et s'améliorer, puisqu'on note au fil des millésimes l'apparition de nouveaux sièges, de nouveaux équipements de confort. Mais surtout, notre allemande va casser la baraque parce qu'elle se fait un nom avec ses équipements, son habitabilité et surtout ses performances routières. On peut littéralement le dire, Volkswagen est sauvé grâce à la Golf. Alors surtout, fin 1975, Volkswagen va jeter un véritable pavé dans la mare, puisque vous l'aurez deviné, la GTI arrive au catalogue. Alors, on reprend les mêmes et on recommence. Le moteur est cette fois-ci retravaillé pour offrir 1,6 litre de cylindrée, d'où son nom le 1600, et surtout il est relativement puissant pour l'époque puisqu'il offre 110 chevaux. Bon, moins glamour, la Golf la même année reçoit l'aide d'une version diesel, et avec le lancement de la version diesel, la marque revoit l'insonorisation et elle gagne surtout de nouveaux pare-chocs un peu plus gros. En 1979 arrive une autre version qui va être mythique au sein de l'histoire de la Golf 1, je parle évidemment de sa version cabriolet, fabriquée chez Karmann. La même année, Volkswagen écoute les critiques qui reprochent à la Golf de rouiller, comme une italienne, et va revoir le process et le produit appliqué sur la Golf, et surtout, il offre une garantie de 6 ans aux acheteurs contre la rouille sur la Golf, signe de qualité. Un peu comme chez Kia. Bref, l'allemande évolue doucement, et pour aller un peu plus vite, on arrive en 1981, quand il y a le principal restylage de la Golf. Et c'est là où on parle
des gros pare-chocs et surtout des gros feux. À bord, on parle de l'adoption du tableau de bord de la récente Jetta, de l'amélioration de la qualité perçue, les moteurs sont retravaillés pour gagner en puissance et en cylindrée, et surtout la gamme reçoit une version très moderne pour l'époque, la Formel E, qui est en fait un moteur de 1100 cm3 qui reçoit un dispositif d'allumage électronique d'une boîte à 4 rapports au rapport beaucoup plus long, mais aussi d'un indicateur de changement de vitesse sur le tableau de bord avec un taux de compression augmenté. Au passage, la voiture est retravaillée aérodynamiquement avec un CX qui passe de 0,42 à 0,40 afin de faire des économies de carburant. D'ailleurs, la même année, très peu de gens s'en rappellent et c'est normal, Volkswagen va aussi travailler sur une Golf 1 électrique qui va prendre le nom de City Stromer. Je pense qu'il y avait une inspiration Star Wars. Le chant du cygne arrive en 1982 pour la Golf, mais qui a quand même décidé de partir avec un joli pied de nez en attendant sa deuxième génération, puisqu'elle s'offre un nouveau moteur 1,6 litre de 70 chevaux. Et c'est un moteur turbo diesel. La retraite arrive enfin pour notre Golf, puisque la 2 arrive au mois de mars 1984, et le lien familial est conservé entre les deux Allemandes, puisque la Golf 2 est une première évolution de la Golf 1. Le lien familial est conservé entre la Golf 1 et la Golf 2, qui ne prend que quelques centimètres en termes d'empattement et en longueur. Du coup, je vous rappelle quand même un peu, 10 ans auparavant, avant le lancement de la Golf 1, Volkswagen n'allait pas bien du tout. Eh bien, en 10 ans, grâce à une gamme complète et totalement revue, et surtout grâce à l'ajout de la Golf, eh bien Volkswagen va très bien. Il peut remettre du curry sur ses currywursts. Puisque la Golf 1, c'est quand même plus de 5 millions d'exemplaires, auxquels il faut rajouter les 400 000 exemplaires de la Golf 1 Cabriolet, qui a été produite chez Karmann jusqu'en 1993, soit un total de plus de 6 720 000 exemplaires. Un joli score pour une voiture dont la naissance a été très compliquée. Tout comme la Fiat Uno, notre Golf va connaître une seconde partie de carrière. La Uno, finalement, elle va partir en Amérique du Sud et disparaître aux alentours des années 2020, et la Golf va prendre le nom de City Golf et être produite de 84 à 2009 sur place en Afrique du Sud. Et c'est ainsi que se clore notre vidéo sur l'histoire de la Golf 1. Vous avez envie d'une Golf 1 ? Eh ben ça tombe bien, j'ai quelques conseils à vous donner. Eh bien déjà, sur les premiers exemplaires avant 78, il faudra bien vérifier l'état des ailes, du châssis et de tout ce qu'il y a de l'acier parce que ça rouille. Vérifiez vraiment. Surtout, n'oubliez pas que certains exemplaires, comme les GTI ou les cabriolets, ont subi les foudres de Jackie et de Kevin en tuning. Attention aussi à certains plastiques sur les tableaux de bord qui peuvent avoir des petits soucis de pigmentation et qui se déforment avec le soleil. Bon, alors on passe question tarif. Une Golf restylée dite gros feu avec ses feux arrière, elle demande 6 500 €. C'est l'une des moins chères sur le marché, quand les versions d'origine avec les gros pare-chocs et les petits feux arrière réclament une rallonge de 1500 à 2000 € selon l'état. Si vraiment la rouille vous fait vraiment très peur, eh bien il ne faudra pas hésiter à vous tourner pour une version d'après 78 qui possède du coup un meilleur traitement anti-rouille. Enfin surtout, si comme toujours une GTI vous fait de l'œil ou un cabriolet, eh bien il faudra s'armer de patience parce que la cote s'envole. Je note qu'une version Pirelli récemment a été mise en annonce à plus de 25 000 €. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner pour suivre la suite du contenu de la chaîne. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!